la beauté, c'est pas la perfection. La beauté, c'est pas une forme parfaite. La beauté, c'est pas pour la danse un danseur que tu ne vois jamais respirer, comme s'il avait un poumon éternel qu'il a pas besoin de, tu vois, de reprendre. Que c'est beau de voir quelqu'un transpirer, que c'est beau de voir quelqu'un respirer fort, que c'est beau de voir quelqu'un qui est tellement fatigué et qui veut tellement danser encore que son mouvement est moins net, moins propre. C'est ça qui est beau, en fait. Bonjour, je suis Fabrice Midal, philosophe. L'épisode que je vous propose aujourd'hui est un peu spécial. Ça fait des mois que je rêvais de le faire. Je vais recevoir une danseuse étoile, Aurélie Dupont. Son livre, j'ai tellement pleuré, presque à toutes les pages, tant ce qu'elle dit me semble des leçons de vie extraordinaires. Dans cet épisode, vous n'allez pas seulement découvrir la vie d'une danseuse étoile, qui est une sorte de vie tout à fait hors du commun, mais surtout, vous allez voir que les épreuves, la manière de toucher une forme d'excellence, de trouver du courage, de faire face à l'injustice, à la méchanceté, de trouver la grâce, ça nous concerne absolument tous. Et j'espère que vous allez être aussi émus que je l'ai été en tournant cet épisode. Vous allez voir, c'est bouleversant et c'est sur dialogue. Bonjour Aurélie. Bonjour. Alors, je suis assez bouleversé de te recevoir parce que j'ai rarement pleuré autant qu'en lisant ton livre. Non pas parce que c'est triste, mais parce que ça dit la vérité. Je trouve qu'au-delà même de ton expérience de danseuse, voilà, d'une petite fille qui devient danseuse étoile, c'est très universel. Je conseille vraiment tout le monde de lire ton livre parce que ça dit des leçons très importantes de ce que ça veut dire qu'être un être humain. Et j'ai construit l'entretien avec quelques leçons que je crois qui pourraient parler à tout le monde. J'en ai noté plusieurs, et la première, c'est que trouver sa voie, c'est saisir un peu le hasard. C'est vraiment une part de hasard. Alors, comment tu t'es intéressé à la danse? Je pense qu'on pourrait raconter, c'est un peu le hasard. Mais je crois que c'est la danse qui m'a trouvée. Je crois pas du tout que j'ai été, je n'ai jamais dit à mes parents, petite, que je voulais être, danseuse étoile. Je ne savais pas ce que c'était que ce terme-là. Je ne savais pas que la danse était un métier. J'aimais danser, mais j'aimais aussi me déguiser, j'aimais aussi peindre, j'aimais aussi chanter, j'aimais aussi jouer du piano. Donc j'étais un peu tout ça, mais j'étais pas focalisée sur la danse et vraiment j'ai un souvenir très précis. Je n'ai jamais, jamais demandé à faire de la danse. Donc, tu veux un cours de gymnastique tout à fait banal. Oui, du mercredi, tu sais, la bonne école où les filles font la danse, les garçons font du judo. Ça laisse à la mère 2 heures de répit pour aller se reposer. C'est vraiment ce genre d'école cliché. Et c'est vrai que mon professeur, au bout de quelques mois, a dit à ma mère: «Écoutez, je trouve qu'elle est quand même beaucoup plus douée que les autres. Elle a des facilités». Moi, à ce moment-là, je ne me rends compte de rien, hein, je ne réalise rien. Elle a des facilités de souplesse, elle pige vite, elle comprend, elle a quand même quelque chose, une posture assez naturelle. Ça vaudrait le coup de la présenter à un professeur de danse, de renom qui pourra vous dire parce qu'à l'époque, j'avais 9 ans, donc c'est le moment où si on doit en faire sa carrière, faut se décider. Elle saura vous dire si ça vaut le coup ou pas. Donc là, je Premier coup de bol, premier 1er coup de coup de chance. bol, 1er Elle coup aurait de pu ne bol. rien dire, avoir vu et ne rien dire. C'est ça. C'est elle, en fait, c'est une femme qui s'appelle Claudine Anglard. C'est elle qui a fait basculer complètement, Une vie. ma vie d'enfant et donc ma mère, réagit plutôt bien et je lui dois beaucoup aussi par rapport à ça. C'est qu'elle décide de m'emmener voir le meilleur professeur de Paris, une ancienne danseuse étoile, Liane Daïdé. Alors là, deuxième coup de bol. Enfin, d'abord, ta mère Ouais, connaissait une amie à elle, exactement. Véronique, qui lui dit, Ouais. à qui elle demande: est-ce que tu sais ce que je dois faire? Elle lui donne l'adresse Mmh. d'une extraordinaire danseuse. Voilà. Elle aurait pu ne connaître personne. Mmh. Bien sûr. Donc, deuxième coup de chance. Et Mmh. troisième coup de chance, tu tombes sur une femme extraordinaire. Tu aurais pu te Incroyable. tromper sur. Parce que on va en parler. Tu en as rencontré des femmes méchantes dans la danse. Mais alors, c'est impressionnant. Ton Mmh. livre, ça fait dresser les cheveux sur la tête. Moi, j'en ai plus beaucoup, mais ça fait dresser les cheveux sur la tête. Et là, tu rencontres une femme qui a changé aussi ta vie. Là, je rencontre tout en fait, Fabrice, je rencontre tout. J'arrive moi, mon rêve à ce moment-là, c'est vraiment de faire du piano. Je veux être concertiste, je veux faire du piano, je veux jouer, je veux apprendre. Avant ça, j'ai vécu aux États-Unis, donc j'ai eu comme ça un petit rapport,
humble avec le piano et j'ai adoré ça. J'ai vraiment une révélation très forte avec la musique. Quand je rentre dans cette, salle Pleyel, je rentre dans un studio qui est immense. Le parquet est bien, les filles sont sublimes, bien coiffées, la bonne tunique, tout est bien. Les mamans sont assises sur le côté, sagement, religieusement sur des bancs. Moi, je vois et la baie vitrée est sublime et là, mais moi, je vois le piano. Je vois un demi-queue avec un type, cheveux grisonnants longs, avec une barbe comme ça, qui a les mains sur ses cuisses et qui attend que le professeur rentre et que le cours commence. Moi, je ne suis attirée que par ça. Je me dis: «Tiens, qu'est-ce que ça fait là, ce piano?» parce que dans mon cours de gym, il y avait pas de piano, il y avait rien. Donc là, je me dis: «Peut-être c'est un endroit qui va me plaire». Donc je m'installe à la barre. Je n'arrive pas très bien à suivre ce qui se passe. Le professeur arrive: «Mesdemoiselles, bonjour, on commence. Maestro». Le maestro se met à jouer. Moi, je suis collée au piano. Je suis la place, ça me rassure d'être là et proche de quelque chose que je connais et je me dis: «Mais ça, c'est génial». C'est-à-dire que si je ne peux pas faire du piano, si on me le refuse, bah, à ce moment-là, je vais danser. C'est quand même un bon compromis. Il y a du piano, il y a de la musique. À l'époque, il joue du Chopin. À l'époque, je ne connais pas du Chopin. Je ne sais pas ce que c'est le Chopin, mais je retrouve comme une odeur, tu sais, que tu retrouves quand tu as grandi et tu te dis: «Ah mais c'est ça qui jouait le vieux bonhomme là quand j'ai pris mon premier cours à la salle Pleyel». Incroyable et donc j'ai une révélation danse-musique et je me dis: «Si je peux pas faire la musique, alors il faut que je danse». Donc là, c'est vraiment passionnant parce que il faut Mmh. que je revienne. Tu voulais faire du piano, tes parents n'ont pas voulu, ça coûtait trop cher. Donc là, c'est très intéressant parce que les gens, on est vraiment pris dans le mythe. Il faut que je trouve en moi-même quelle est ma vocation. Ouais, Et je trouve intéressant pour quelqu'un qui est devenu une des choses un peu les plus extraordinaires dans ces étoiles, de savoir que tu n'as pas regardé en toi-même pour trouver ta vocation, qu'au contraire, tu n'as pas pu accomplir ta vocation, et que la vie, c'est comme ça, et qu'il y a une chance, et que c'est une chance complètement et qu'il faut saisir sa chance, que quelque chose vient et qu'il faut savoir regarder ce qui vient et qui n'est pas du tout ce complètement. qu'on voulait. Après, quand on regarde rétrospectivement, ton rapport à la musique t'a permis de danser d'une manière complètement autre. Mmh. La musique t'a toujours aidé du début jusqu'à la fin de ta vie, que c'est par la musique que tu as été danseuse, Je me que, suis soignée. que tu t'es soignée. Et donc, Mmh. on voit que c'est sans doute par la danse que tu as pu accomplir ton désir de musique de manière profonde. Oui. Mais tu ne pouvais pas le savoir sur le moment. Non. Et c'est très rétrospectivement qu'on peut découvrir le chemin que la vie prend pour accomplir Mmh. quelque chose de notre désir profond. C'est ça. C'est pour ça que je dis que la danse est venue à moi. Parce que j'aurais pu je pense que comme je suis une grosse travailleuse, tu vois? Et que quand je m'engage dans quelque chose, dans tous les cas d'artistique, je le fais à fond. Je pense que j'aurais fait à fond le piano et je pense que j'aurais été bonne en piano. Mais comme j'étais très introvertie, je me suis dit ce côté un peu le dos tourné face aux notes, je me suis dit: «Finalement, j'ai bien fait d'aller vers la danse et retrouver la musique plus tard». Mais c'est curieux le parcours. Il y a pas de hasard, il paraît qu'il y a pas de hasard, mais j'ai l'impression d'être née sous une bonne étoile quand même. J'ai eu beaucoup de chance d'être, dirigée comme ça pour arriver à rentrer à l'opéra et trouver enfin un endroit où j'étais à l'aise, où j'étais mieux qu'ailleurs en tout cas. Donc voilà, ça c'était la première leçon. Il faut savoir saisir sa chance. Il faut savoir reconnaître les hasards de la vie Oui. qui rétrospectivement Mmh ont du mh. sens, Mmh. mais qui dans le moment présent apparaissent comme complètement déconcertants. Alors la Oui, deuxième leçon que je trouve de ton livre, c'est qu'il faut apprendre à rentrer dans le moule et qu'il faut apprendre à ne pas rentrer dans le moule. oui. Et que ta vie, c'est ça. C'est comment tu as su rentrer dans le moule et comment il ne faut pas rentrer dans le moule. Et Mmh. ça, c'est une leçon pour tout le monde. Donc moi, Mmh. c'est une des questions qu'on me pose Mmh. souvent. Les gens me disent souvent: «Ah oui, d'accord, bon, je parle d'hypersensibilité, de méditation, tout ça». Et on dit: «Ah oui, mais c'est beau ce que vous dites, mais comment je vais faire dans mon métier et tout ça?» Alors s'il y a bien quelqu'un qui a dû rentrer dans le moule, c'est bien toi. Mmh. Et quelqu'un qui a dû ne pas rester enfermé dans le moule, c'est bien toi, si tu veux parler de ça. De moule. Oui, Oui, en fait, je le comprends pas quand je le vis, je le comprends avec le recul parce que si tu veux, à l'Opéra de Paris, c'est une école d'élite donc hem, l'élu, qu'il soit danseur étoile ou future danseuse étoile, il y en a un ou une sur je sais pas combien d'enfants. Donc l'idée du moule, c'est pas tant, de nous faire danser toutes de la même façon, même si in fine c'est ce qui se passe. C'est qu'ils ne peuvent pas et peut-être qu'ils ne voient pas ou qu'ils n'ont pas vu des pépites arriver et se dire qu'à 10 ans, cette petite fille ou ce petit garçon, on va la faire danser différemment parce que oui, ça sera une danseuse étoile. C'est trop difficile, c'est trop aléatoire de miser sur quelqu'un à 10 ans parce que à 12 ans, on peut se rendre compte que tu te blesses
très fréquemment et ça met un terme à une carrière ou une longue carrière. À 12 ans, si tu évolues physiquement pas comme ils le souhaitent, c'est un sujet de renvoi. Si, tout d'un coup, tu travailles moins bien ou je ne sais quoi, il y a en fait, c'est tellement on peut pas on peut voir les pépites, comme on dit, très jeune. Donc ce moule, il est un peu c'est un passage obligé, c'est-à-dire qu'on nous apprend à danser à toutes et tous de la même façon. Donc on doit être préparé à danser de la même façon, à se ressembler, pour nous préparer à rentrer dans la compagnie. Puisque quand on est dans la compagnie de l'Opéra de Paris, moi je suis rentrée, j'avais 16 ans, aujourd'hui c'est 18 ans, tu dois faire partie du corps de ballet et le corps de ballet, c'est les ensembles qui sont derrière, qui si tu veux, qui englobent le couple d'étoiles, qui sont derrière et qui doivent être dans des moules. C'est-à-dire que le lac des Cygnes, les danseuses sont en pose comme ça. Tu en as 16 d'un côté, 16 de l'autre, et il faut que quand tu les regardes en ligne, il n'y en ait pas une qui soit différente. Alors qu'en réalité, quand tu les vois en coulisses ou comme on se voit nous, elles sont très différentes. Tu as des plus grandes, tu as des plus rondes, tu as des blondes, tu as des brunes, tu as des visages ronds, tu as des visages carrés. Donc on nous apprend à rentrer dans le moule pour nous préparer aussi à être impeccables en ligne pour notre début de carrière. Donc on a envie de rejeter ça, mais ça fait partie de la vie. Moi, j'ai appris à écrire, et Mmh. au début, tu fais tes dissertations, tu écris, tu fais tes exercices, tu dois apprendre l'orthographe, tu dois apprendre... Donc, je trouve que tu montres que c'est dur, mais rentrer dans le moule, euh, c'est apprendre aussi une technique, c'est apprendre une maîtrise. C'est pas que négatif. C'est douloureux, mais c'est pas que négatif. Mais le danger, c'est d'en rester là. Oui, je pense que le moule stimule ou non ton talent. C'est ça. C'est ça que je trouve la leçon Oui. très vaste, parce que dans notre monde, on a tendance à dire: «Oh, on va pas de Mmh. moule, on va faire que on va Bien sûr. s'exprimer soi-même». Mais du coup, Mmh. on est Donc très, donc c'est plutôt un joli parcours parce que ça écrème, très rapidement. C'est-à-dire que les personnes, les danseurs, mais ça peut être même en peinture, hein, quand on voit Picasso, avant de faire ce qu'il a fait, enfin de finir avec ces trucs très cubiques, il a fait quand même, des choses, j'ai vu ça il y a pas longtemps à Chicago, des choses remarquables, extrêmement bien dessinées, parfaitement réalisées. Mais, je pense que si tu ne peux pas, si tu n'as pas l'ambition, ni d'idée, d'envie, ni de de capacité physique, intellectuelle, musicale, de sortir du moule, alors, une envie profonde, alors je crois que tu n'es pas faite ou faite pour, être au top. non, tu finis par, t'éteindre. Et Quand c'est pas grave, hein, et c'est pas grave parce que c'est très bien aussi d'être dans un moule et de très bien faire son travail. enfin, Mais quand c'est plus fort que toi et qu'à un moment donné, tu as envie de le faire différemment en respectant, à la lettre ce qu'on t'a appris parce qu'un moule, c'est comme tu dis, c'est aussi un apprentissage. C'est comme quand tu apprends à écrire ou à lire. Tu apprends à écrire droit et puis tout d'un coup, tu as des gens moi j'écris complètement de traviole, on il m'a faut jamais commencer pour appris à écrire. écrire Il faut apprendre à se former les lettres voilà, avant de trouver sa propre écriture. exactement. Donc c'est un peu ça que je trouve. Et alors évidemment, tu racontes très bien la crise que tu as à un moment, parce que c'est plus vivant. Le moule, c'est plus vivant. Et c'est le titre de ton livre, au fond. Le premier passage, c'est ce que te dit Liane, je ne sais pas comment on prononce son nom de famille, D'idées. Daïdé, Liane Daïdé, elle te dit, le titre de ton livre, n'oublie pas pourquoi tu danses. Mmh. Et c'est ça qui te permet de sortir du moule, parce que sortir du moule, c'est revenir à notre désir profond. Oui, c'est important. On l'oublie trop, je trouve, dans le quotidien. C'est pour ça que j'ai choisi ce titre, qui a pas été, pour être honnête, tout de suite, bien accueilli. Il a pas été mal accueilli, mais ils m'ont dit, je sais pas. Et moi, je trouve ça important parce que c'est une question qu'on se pose peu, parce que la vie, nous offre, peu le temps de se poser sur, nos désirs et ce qu'on a dans la vie et pourquoi on fait les choses et pourquoi on vit ça et pourquoi on voyage et pourquoi on aime telle personne et pourquoi on reste quand on est malheureux et pourquoi on a envie d'enfants et pourquoi on n'en a pas envie. Enfin, plein de ou pourquoi on a envie de danser. C'est important parce que ça permet de recentrer, en fait, moi, j'ai l'impression qu'il y a toujours des routes où il y a, où ça s'effrite un peu, tu sais? Et puis dès que tu comprends le pourquoi des choses et surtout quand tu comprends que le pourquoi, c'est une nécessité, hem, vitale, tout d'un coup, ça te redresse. J'ai l'impression que mes œillères se remettent, me permettent de voir plus clairement, là où je vais. Une troisième leçon, qui est au fond assez liée, c'est distinguer quand l'exigence qu'on peut avoir sur nous est qu'une forme de violence ou quand l'exigence nous invite à grandir et à nous manifester. Et là, moi, j'ai pleuré. C'est là, je crois dire, même que d'en penser, ça me fait pleurer parce que
au fond, c'est vrai, c'est ça la vraie difficulté pour chacun d'entre nous. Comprendre quand ce qu'on exige de nous, c'est violent, ou quand ce qu'on exige de nous, c'est dur, mais c'est pour nous faire grandir. Mmh. Mais, dans l'exigence, il y a une forme de, en ce qui me concerne, mais je pense que ça doit toucher aussi beaucoup de personnes, quand on est trop exigeant, et qu'on va vers la violence, on se punit de quelque chose. On s'en veut de quelque chose, qui est parfois pas verbalisé. Moi, je sais pourquoi j'étais violente dans mon exigence, c'est qu'on me reprochait mon physique, on me disait que j'étais trop grosse, on me disait que je ressemblais pas à une danseuse classique et donc mon exigence, elle était pour essayer de travailler, travailler jusqu'à l'épuisement parce que ce corps, je voulais qu'il change et que je n'avais pas je ne pouvais pas le changer. Je pouvais pas me grandir, je pouvais pas allonger mes jambes ni mes bras. Je pouvais à la limite, travailler pour maigrir, pour me prendre en muscle, mais cette exigence un peu, haineuse, c'était pour me punir de quelque chose et c'est vraiment pas le bon chemin. Donc, alors il y a dans le livre 2 passages, bouleversants, enfin il y en a plein des mais le passage où, l'exigence négative, on te traite la répétitrice te traite de merde. Si tu Ouais. veux raconter, c'est Ouais, déchirant. ouais, ouais, c'était déchirant. Après, tu sais, c'est tellement énorme que quand c'est trop énorme, j'étais partagée entre j'ai été choquée, je vais le raconter, mais j'ai été choquée et puis après tu as presque envie de rire parce que tu es face à un adulte quand même. Moi aussi, j'étais adulte, hein, j'avais à l'époque, c'était le Casse-Noisette, j'avais 20 ans, 21 ans. Donc je suis en répétition dans un studio à Garnier. Je répète le rôle de Clara, dans Casse-Noisette. C'est un rôle qui est très difficile, c'est un ballet en 2 actes de Rudolf Nureyev. C'est mon premier ballet, mon premier grand rôle que j'interprète. Donc, comme je suis très exigeante et que je travaille beaucoup en force, donc ça me fait mal. J'ai mal physiquement, je le ressens et cette douleur aussi me me fragilise par rapport à mon souhait d'être danseuse étoile, parce que je me dis: «Si c'est ça le métier, je vais souffrir et je suis pas sûre de prendre beaucoup de plaisir». Donc ça été un problème que j'ai mis dans ma poche et je me suis dit: «Je le réglerai plus tard». Mais toujours est-il que je suis, dans ce studio avec cette répétitrice et je décide de faire un filage pour le souffle, pour physiquement voir si je tétanise pas et si les muscles m'accompagnent jusqu'au bout. Donc c'est un boulot C'est difficile et je suis très seule en difficile. studio, donc tu as pas la motivation des danseurs sur le côté, d'un partenaire qui te porte derrière, voilà, je suis toute seule face à cette femme où je ressens très clairement qu'elle m'a jamais vraiment appréciée et que ça risque pas d'évoluer, dans le bon sens. Donc je sais que donc il y a une espèce de tension quand même qui est toujours là. Et ce jour-là, donc je fais cette variation, ce solo qui est extrêmement difficile. Je m'arrête épuisée, j'ai un bas de tutu, j'ai les mains sur les hanches comme ça et elle me regarde et je m'approche parce que souvent c'est ce qui se passe quand une fois qu'on a fini de répéter, on s'approche du ou de la, répétitrice et puis on a un moment d'échange, verbal où juste, j'écoute les corrections. Et là, il y a un blanc et elle me regarde et elle me dit: «Tu es une merde». C'est horrible. Et C'est là horrible. vraiment je me suis dit bon alors, je me suis dit en fait, je me suis pas dit qu'elle avait raison, je me suis dit: «Elle doit vraiment pas m'aimer pour pouvoir me dire un truc pareil». Au-delà de comment j'ai dansé. Mais ça, c'est l'exigence négative, c'est l'exigence qui détruit les gens. Oui, mais c'est une Et exigence, enfin c'est très stupide, c'est très stupide. donc c'est quelque chose dont on peut se défaire et se remettre, facilement parce que là c'est vraiment, très, très léger. L'exigence positive. Alors, j'ai pris un autre exemple Mmh. que le tien, mais que tu racontes. C'est un jour, une fille ronde n'arrive pas à faire le porté que lui demande Pina et son échec n'est pas dû au danseur. On arrête la répétition. Tous les regards se portent sur le couple et principalement sur elle, morte de honte. Pina insiste et lui demande de recommencer et recommencer 10 fois. Et 10 fois, la danseuse échoue. Elle souffre d'être le centre de toutes les attentions, et en particulier de celle de Pina qui lui dit: Est-ce que tu as envie que ce porté marche? Oui. Alors vas-y. Est-ce que tu as envie que ça marche? Jusque-là, la danseuse a pensé qu'elle ne pouvait pas être portée, et elle s'en voulait probablement, penser qu'un mouvement n'est pas faisable, interdit qu'il le soit. À quoi sert de croire en quelque chose qu'on estime impossible? Est-ce que tu as envie que ça marche? D'un coup, la danseuse prend son élan, pleine d'envie, et nous sommes tous des témoins d'un porté magnifique. Jamais plus par la suite, elle ne le manquera. Ouais. Je trouve que c'est une tellement belle leçon de ce que j'appelle, de ce que je voulais opposer, là, l'exigence qui libère quelqu'un. Oui, On bien pourrait dire sûr. c'est dur de lui demander 10 fois. Mmh. On pourrait dire mais non, non, allez, sois gentil, dis-lui, bon, elle n'y arrivera pas.
et je trouve que c'est une des grandes leçons de ton livre. Il y a une exigence. Je trouve que c'est ça que donne c'est pour ça que je crois que au fond du fond, la raison pourquoi je voulais absolument faire ce dialogue avec toi, Mmh. c'est que je trouve ça tellement important de montrer qu'il y a une exigence qui est aussi libératrice pour Complètement. nous. Mais l'exigence est libératrice, c'est évident. Parfois, il y a des personnes qui me disent: «Mais là-dedans, c'est tellement dur, la technique, vous avez mal aux pieds», tout ça. Et je leur dis: «Mais vous n'imaginez pas quand on a l'exigence et qu'on passe à travers tout ça, la liberté». On a l'impression d'être des extraterrestres, la liberté qu'on a de vivre quelque chose qui est complètement, hors du commun. Mais au Et fond, là, pour c'est tout le monde, on a chaque fois ouais, qu'on a une exigence de quoi que ce soit, si on l'a fait comme Pina le fait, pour qu'on grandisse et pas pour s'humilier, parce que là, c'est vraiment, au fond, c'est par amour. C'est très important de faire la distinction entre une exigence qui veut briser quelqu'un et une exigence qui est par amour parce qu'on croit qu'il y a du possible. ouais, c'est vrai, complètement. Après, pour moi, l'exigence, c'est vraiment un respect de soi. Alors on peut manquer de respect ou être dans quelque chose de plus haineux ou mais cette fille-là, je m'en souviens comme si c'était hier, elle était juste là, j'ai juste eu besoin de tourner la tête. Elle avait une envie d'exigence, elle avait envie d'être une autre pour que son exigence qu'elle avait en tête colle Ah, avec ce qu'elle fantasmait d'elle. Et son exigence ne collait absolument pas à son enveloppe qu'elle nous montrait et dans ah, laquelle elle vivait. Et donc c'est en ça qu'elle souffrait, cette fille, parce qu'elle avait eu des problèmes de poids. Elle en parle elle-même, elle en a toujours parlé. Je ne l'ai pas citée évidemment par, respect, mais elle a eu un problème et ça arrive, elle a eu un problème de poids. Elle en a pris et c'est vrai elle était certainement lourde pour se porter. Mais elle était tellement mal à l'aise que l'exigence qu'elle a et qu'elle a toujours eue par la suite ne collait pas à son enveloppe, que c'est ça qui la rendait extrêmement, triste. Et donc quand Pina, qui était vraiment, une femme, qui vous scannait sans même vous parler, elle a dû le voir aussi ça. C'est pour ça qu'elle lui a dit: «Si tu as envie que ça marche, ça va marcher». c'est-à-dire se réconcilier De se avec le réconcilier. corps qu'elle a, tant pis s'il est un peu trop lourd. Si elle se réconcilie, elle pourra y arriver. Tandis que si elle est dans la lutte constante entre le corps qu'elle rêve et le corps qu'elle a, elle ne pourra pas y arriver. Et elle s'en veut. C'est pour ça qu'au début, je te disais, il y a une exigence où quelque part dans la danse ou dans la vie en général, on s'en veut et on se punit. Donc la punition pourrait être qu'elle va continuer de prendre du poids, ou la punition pour moi aurait pu être que je vais continuer à danser en me faisant mal parce que c'est ce que je mérite. Donc la vraie Mm. exigence, c'est pas une punition, ça doit Non. être une libération, même si ça demande de l'ardeur. Ouais, la vraie exigence, c'est se demander pourquoi on fait les choses et essayer d'être au plus près de se décrire parfaitement. Et la description avec le temps se peaufine et devient de plus en plus nette. Quatrième leçon, c'est qu'il faut apprendre à lier ensemble, et c'est tout un travail, l'excellence et la vulnérabilité. Alors on pourrait croire au début que c'est le contraire, et c'est au fond le parcours de ta vie. On pourrait croire qu'être excellent, c'est un peu ce qu'on a vu, c'est que je serais plus vulnérable, je serais parfait, Mmh. je serais comme on veut. Et en fait, non. Tout ton chemin, c'est ça qui est extraordinaire, c'est qu'on ne devient pas danseuse étoile parce qu'on a éteint, effacé, écrasé enfin sa vulnérabilité et son hypersensibilité, et qu'on arrive à les mettre ensemble. Mmh. Bah, c'est pareil, on parle d'honnêteté, en fait, on parle d'intégrité, de vulnérabilité, je pense qu'un artiste, moi, j'ai découvert que l'imperfection dans l'art, c'est ce qui me touche le plus. L'imperfection, le l'espèce de vérité dans le corps, dans le jeu. Je parle dans la peinture ou dans la voix. Moi, j'aime beaucoup le chant, j'aime beaucoup les voix, j'aime beaucoup la musique. Quand il y a une sincérité, même s'il y a des erreurs, même s'il y a une forme d'injustesse, je ne sais pas si ça se dit, mais c'est ça qui est touchant, en fait. C'est qu'on se dit que quand l'émotion passe, bien qu'il y ait de la vulnérabilité, un peu de fragilité, un peu tout ça, ça veut dire qu'on ressemble à un être humain. On n'est pas des robots, on n'est pas en titane, on n'est pas on n'est pas fait de, je sais pas, de béton armé, quoi. Mais c'est pas facile parce qu'il faut être en confiance, et c'est aussi, une question qu'on doit se poser, que tout le monde doit se poser. Est-ce qu'on a envie d'aller là-dedans? Est-ce qu'on a envie de faire ce voyage-là? Moi, j'ai eu envie de le faire parce que c'est ce qui m'a j'avais pas envie de mentir, j'avais pas envie de me mentir dans ma danse et j'avais pas envie de montrer
quelqu'un d'autre que moi au à un public. Surtout que j'avais envie de faire des tragédies et de danser des trucs, où je mourrais à la fin, donc j'avais envie de ça. Mais il y a aussi beaucoup d'artistes qui décident ou des gens qui décident de garder ça pour eux et qui à aucun moment ne N'assument de ne montrer quelque l'assument. chose de leur Et tu vois, je fragilité. trouve que parfois on parle de moi j'ai plein de copines qui parlent des hommes et qui me disent: «Ah là là, mais moi un homme qui montre sa vulnérabilité, je trouve ça tellement touchant». Alors oui, c'est touchant chez les hommes, chez les femmes, mais je constate et je trouve que c'est plus les femmes qui montrent pas leur vulnérabilité que les hommes. Je trouve, moi. Mmh. Pour éclairer cette articulation qu'il nous faut tous apprendre, qui est un vrai travail un peu mystérieuse entre l'excellence et la vulnérabilité, la rigueur et l'hypersensibilité. Parce que ça, au fond, c'est la vraie question. Soit les gens sont hypersensibles et ont l'impression qu'ils sont submergés, soit ils pensent qu'ils vont réussir à être excellents en effaçant leur hypersensibilité. Mmh. Il y a une articulation. Quand même, le moment clé de ta vie, le moment clé du livre, le moment le plus bouleversant, c'est ta rencontre avec Pina Bausch. Oui. Si tu veux raconter comment tu es juste avant ça, cette rencontre, et qu'est-ce qui se passe avec Pina Bausch, Mmh. et Alors, je l'ai rencontré à un moment comme souvent ces rencontres-là, elles arrivent, comme par enchantement à un moment dans ta vie qui est parfait. Vraiment, j'ai eu tellement de chance de la rencontrer. Avant de rencontrer Pina, je suis première danseuse. Je rencontre Pina, je suis toujours première danseuse. Donc je suis dans le grade juste en dessous de danseuse étoile et pour arriver à ce titre, suprême qui me faisait tant rêver, on est nommé. Donc il y a pas de concours. Donc c'est un peu, toi et ta chance et si on a envie de te nommer étoile, bah, tu seras étoile et si, la direction de la danse considère que ton rôle, c'est d'être première danseuse, ce qui est très bien aussi, tu resteras première danseuse à tout jamais. Donc c'est un vrai pari. Pour monter première danseuse, mon exigence était exclusivement et mon travail et ma quête de réussite, c'était avant tout de prouver à tous ces gens de l'école de danse qu'ils s'étaient trompés sur mon sort, parce que qu'il est je considéré comme pas comme très joli, ouais, pas jolie, pas bonne, je ferais rien et je n'aurais ils étaient jamais le assez méchants physique. avec toi. Donc c'était pas très positif. J'ai rencontré des gens positifs, peu, mais j'en ai rencontré plus des compliqués, pas très sympas. Et donc pendant toute cette période d'ascension dans voilà, de montée dans la hiérarchie, je dois avouer que j'avais quand même, je nous montrais une image de moi, d'une danse très robotique, c'est-à-dire très technique. Je me disais: «Comme je suis très sensible et que je n'ai pas les moyens de baisser les armes, sinon ils vont m'attaquer et sinon ils vont me tuer. Je vais travailler ma technique parce que comme ça j'aurai une espèce de d'équipe comme ça, j'aurai un bouclier, qui va me protéger de tout» et ça a très bien marché. Ça a extrêmement bien marché. J'avais une technique solide. Quand une danseuse faisait, 2 pirouettes, j'en faisais 4. Quand elle arrivait à danser, 2 minutes sans être essoufflée, je pouvais danser 4. Donc voilà, j'avais toujours une longueur d'avance. Ça ne me donnait absolument aucun plaisir. J'avais une étiquette de danse, robotique, de bonne technicienne, donc j'étais, tout le temps dans des ballets où il fallait cracher de la danse au maître comme ça, ce que je faisais très bien. Et lorsque je suis arrivée première danseuse, où là j'étais face à ça de la montagne, de tout en haut, je me suis dit: «Aurélie, tu t'es un tout petit peu plantée quand même, parce que là, ce que tu as présenté de toi, ce que tu montres de toi, ce que les gens pensent de toi, tout est faux. Donc tu as menti. Tu as menti aux autres, tu t'es menti à toi. Tu voulais montrer que tu étais forte. Alors oui, techniquement, tu es forte, mais maintenant, qu'est-ce que tu vas faire? Comment tu vas faire pour qu'on ait envie de te distribuer dans des rôles, vulnérables tels que Juliette dans Roméo et Juliette, la dame aux camélias, dans l'histoire de Manon, dans des ballets comme ça, je me suis dit: «Comment je vais faire? Je suis pas du tout sur la bonne route». C'est comme quand tu es en voiture et que plutôt que d'aller par là, tu prends l'autre sens. Et c'est là où Pina Bausch m'a récupérée. Donc j'étais malheureuse. Je me suis dit: «Ben, peut-être qu'il faut que j'arrête la danse parce que j'ai mal commencé». Donc une fois que tu as une étiquette, c'est très compliqué parce que fallait que je prenne presque la place d'une autre qui était plus artiste pour la T'aimais plus ton métier. non, j'aimais plus mon métier, j'aimais plus danser, j'aimais pas comment je dansais. Je ne ce qu'on me demandait de danser, ce qu'on me donnait à danser ne m'intéressait pas ou plus. Parce que j'ai pris du plaisir à, il y a un dépassement dans la technique qui est très excitant quand tu danses un ballet comme Don Quichotte. Ça, c'est très excitant, mais on me faisait danser que des trucs, difficiles et je me disais: c'est pas moi» et donc Pina, quand elle est arrivée, elle a récupéré Est-ce qu'on peut dire qui est Pina Bausch, Pina Bausch, une pour ceux qui chorégraphe, connaissent pas? allemande qui a été danseuse avant, assez peu
et qui a créé sa propre compagnie à Wuppertal et qui est une danseuse chorégraphe, plus chorégraphe, qui est malheureusement décédée il y a peut-être maintenant 10 ans, peut-être plus, je me rends pas compte. Mais et qui a créé un nombre de pièces, fantastiques et dont les premières pièces ont été huées, autant que le Stravinsky, le Sacre du printemps de Stravinsky. C'est ça qui est fou. Mais qui aujourd'hui est considérée comme Ah oui, une des elle plus grandes chorégraphes de la deuxième moitié du XXe complètement, siècle. complètement. Donc elle vient faire pour la première fois un ballet à l'opéra. Garnier, oui. Et alors là, Elle fait une audition. elle fait un truc que personne n'a jamais fait. Elle Oui, décide de faire une audition. Parce qu'en oui, général, c'est la direction qui choisit les danseurs. oui. Et là, elle dit, on fait une audition de tout le monde, Mmh. indépendamment du grade. Donc Oui. déjà, complètement révolutionnaire. Donc il y a Mmh. deux danseuses étoiles qui viennent, Mmh. qui disent, bah, nous, on n'a pas trop envie de faire, on voudrait bien danser avec vous, mais on va pas Mmh. faire Ouais, l'audition. ouais, Elle leur dit, bon, ben alors partez. oui. Vous Génial. ne serez pas Avec sa dans le clope ballet. comme ça. Elle était comme ça, elle fumait tout le temps. Tout le temps, elle se positionnait comme ça. Ouais, ouais. C'est fort ça, hein. C'est la première qui a fait ça. Parce que dans le Sacre du printemps, il y a le rôle de l'élu qui est le rôle de la fin et c'est vrai que ces danseuses étoiles étaient venues pour être prises pour ce rôle-là. Mais Pina, elle était pas comme ça. Mais je pense que c'est pas la seule. Il y a plein de chorégraphes, heureusement, Dieu merci, qui sont plus sur l'humain aujourd'hui et qui ont envie de s'intéresser à vous avant de s'intéresser à si vous êtes souple ou si vous avez une longueur de bras qui est juste. Pina, elle avait envie de rencontrer tout le monde parce qu'elle voulait voir les personnes et elle avait ce don-là de scanner juste en vous regardant danser. Elle savait si vous dansiez en vous faisant mal, elle savait si vous dansiez en souffrance, en plaisir, avec du plaisir, elle savait si vous dansiez sans raison. Hem elle a pris que des gens un peu comme moi qui étaient à un moment de leur vie, un peu paumés, je dois Donc avouer. elle vous fait passer une notion à tout le monde, Ouais, et avec plusieurs tours. oui Et alors? et alors je suis prise et c'est fou et je Tu suis es prise prise de... après 2 mois et demi de on a bien fait 2 auditions de 2 mois, 2 mois et demi. C'est-à-dire qu'elle a choisi ses danseurs. Ensuite, on a travaillé le ballet avec les danseurs qui l'avaient créé, donc c'est une richesse. On était extrêmement, heureux de travailler avec eux. Il Et y là, avait on une peut raconter la jubilation que tu as de faire ça. ah, c'est fou. Là, tu retrouves la manière dont elle travaille, qui est pas ce côté technique, formel, mais qui va chercher la vérité des personnages, la vérité des situations, Ouais, te met dans un état de bonheur. Tu retrouves pourquoi tu as incroyable, voulu danser. incroyable. En fait, je le savais déjà, mais là, je découvre, je le teste sur moi. Je teste sur moi et je vois que ça marche, que la beauté, c'est pas la perfection. La beauté, c'est pas une forme parfaite. La beauté, c'est pas pour la danse un danseur que tu ne vois jamais respirer, comme s'il avait un poumon éternel qu'il a pas besoin de, tu vois, de reprendre. Que c'est beau de voir quelqu'un transpirer, que c'est beau de voir quelqu'un respirer fort, que c'est beau de voir quelqu'un qui est tellement fatigué et qui veut tellement danser encore que son mouvement est moins net, moins propre. C'est ça qui est beau, en fait. Et c'est ça que valorisait Pina Bausch. Complètement, Elle veut cette vérité existentielle des êtres complètement humains. et d'ailleurs, elle nous disait un truc, tu vois, qui nous mettait dans l'ambiance. Elle nous disait: «Les filles, je veux pas de maquillage. Pas de maquillage, pas de bijoux, pas de barrettes, rien». Moi, je me maquillais pas beaucoup, donc ça m'a pas dérangée parce que je me trouvais pas très jolie, donc j'essayais pas de et je transpirais, donc j'essayais pas de camoufler quelque chose derrière, un fond de teint ou je ne sais quoi. Mais tu vois, il y avait des filles qui se maquillaient beaucoup, elles sont arrivées donc on avait une date butoir, le lundi, on était arrivés, donc plus rien, plus de boucle d'oreille, plus rien. Il y a des filles qu'on n'a même pas reconnues. On était toutes, heu, totalement naturelles pour justement s'attaquer à l'essentiel qui était là. Et alors là, le moment fort, c'est que finalement, elle te choisit pour faire partie des 3 danseuses qui vont danser l'élu. Oui. Et qu'est-ce qu'elle te dit? Pina, déjà, faut savoir qu'elle parlait peu, donc quand elle se levait et qu'elle venait t'adresser la parole, c'était quand même, tu avais un peu gagné au loto et donc elle vient me voir, mais elle m'avait dit ça en répétition et elle m'avait dit: «Est-ce que tu sais pourquoi je t'ai choisie?» Et moi, j'étais dans un tel état de reconstruction grâce à son travail, grâce à elle, que j'étais dans un truc, c'est un peu comme quand tu quittes quelqu'un que tu as profondément aimé et il faut que tu refasses ta vie. J'étais comme ça, mais pour mon métier. Donc j'avais pas tellement de temps de me poser des questions. Je me disais, «Là, il faut que je m'en sorte, il faut que je reste ferme avec ma décision de changer, d'évoluer». Mais elle me dit: «Est-ce que tu sais pourquoi je t'ai choisi?» Je me dis: «Mais jamais de la vie, je n'en ai aucune idée».
et elle me dit: «Je t'ai choisi parce que je veux voir ta fragilité. C'est ça qui m'intéresse en toi». Parce que quand tu danses, elle me dit: «Tu prends beaucoup de force, on voit que tu prends du plaisir à te faire du mal et tu pas besoin de te faire du mal et en tous les cas, je sais que derrière ce mal, je vois en toi une grande fragilité et je t'ai choisi pour cette raison. Donc j'aimerais bien que tu me le montres». Et là, heu, je me dis: «Comment se fait-il que cette femme, heu, qui me découvre, heu, qui m'a vue danser pendant 1 mois et demi, m'a scannée mieux que, mes parents, mes fiancés, mes professeurs, mes maîtres de ballet, tout le monde». Et je me dis: «OK». Donc là, je me sens pas démasquée, ni même, à nu, mais je me dis: «Elle m'a vue, elle a vu comment j'étais et donc si elle l'a vu, c'est que ça se voit». Donc ça se voit que ça me fait mal, que je me fais du mal, mais ça se voit aussi que je suis fragile et ça se voit aussi que peut-être que ce vers quoi je veux tendre, bah, c'est présent en moi parce que j'avais peur que ça sorte pas. J'avais peur de pas être l'artiste que j'ai rêvé d'être. J'avais peur de pas être l'interprète que je rêvais d'être. Je savais pas si j'avais ça en moi. Mais quand elle me l'a dit, je me suis dit: «Donc en fait, ça veut dire que j'ai ce petit truc et que si je prends ce chemin et que je fais vraiment un virage 90°, bah, je vais y arriver». Donc c'est C'est ce que j'ai fait. extraordinaire. Moi, ce que je trouve extraordinaire, c'est que je trouve, même si ça c'est choquant, que c'est ça l'amour. Que le geste de Pina, c'est un des plus beaux gestes d'amour qui soit. C'est le plus beau et c'est celui qui m'a le plus, guidée dans ma carrière. Et pour les gens, c'est pas comme ça qu'on pense l'amour. Mmh. Et moi, je trouve que c'est ça l'amour. On est vu, accepté, elle n'a aucun intérêt, elle te fait juste un cadeau, Ouais. elle voit, et je trouve que c'est... évidemment, moi, ça me touche parce que ça me rappelle les fois où les maîtres que j'ai pu avoir ont fait ça. Et je trouve que c'est parmi les choses les plus belles qui peut arriver dans l'existence. Et c'est beau que c'est quelqu'un... On a toujours besoin que ce soit quelqu'un d'extérieur qui nous montre Complètement. quelque chose qui est là en nous, qu'on croyait impossible, Mmh. et, et qui est là. Et je Oui, trouve que c'est, oui, et c'est là qu'on peut voir le lien entre excellence et vulnérabilité, qu'au fond, au début, ça semble séparé, et là maintenant, avec ce que tu racontes, on voit que c'est la même chose. Il n'y a oui, d'excellence que parce que j'ai intégré ma vulnérabilité, oui. et c'est ça pour ça qu'elle t'a choisi dans ce rôle. J'invite tous Mmh. les gens à voir Oui. soit le ballet, mais il est aussi en DVD, Mmh. qui est un des Oui, ballets, oui, c'est magnifique. quelque chose, un des ballets C'est les magnifique. plus forts de, Mmh. de notre temps. Oui. Le, le, disons, le conseil suivant, la règle suivante, qui est vraiment liée à ça, c'est quand tu dis que la force, c'est prendre le risque de tomber. Ouais. Et ça, je trouve, c'est juste, c'est très littéral, mais ça a plein de résonance. Que une des premières choses que tu apprends, si on veut apprendre à danser, faut accepter de... On ne tombe pas sans se lancer. Si tu Très veux important. expliquer qu'est-ce que ça Ça, veut je le dis dire. à mes enfants. Ça veut dire que si on a peur de tomber, on a peur, tout court. Ne pas accepter de prendre un risque et de tomber, là, c'est danser, mais ça peut être totalement imagé. Si on n'a pas peur de se lancer et de tomber, donc de se vautrer, ça veut dire qu'il y aura toujours une petite, réserve, qu'on aura toujours peur de pas aller, au bout. Moi, je pense que c'est très, très bien de tomber. C'est très utile. Ça ne veut pas dire de tomber en plus, ça n'évoque à aucun moment, vos limites. C'est juste que cette fois-ci, vous êtes tombé et qu'il va falloir trouver un système pour refaire la même chose et la prochaine fois, vous n'en allez pas tomber. Et Donc puis, vous dépassez les oui, c'est très beau. Et puis, c'est aussi, euh, il y a un plaisir de prendre le risque de tomber. C'est ça ah oui, que tu découvres et que je trouve oui, tellement vrai. C'est-à-dire, mmh, on prend un risque, mais, mais quand on le prend, au début, on veut pas le prendre parce qu'on a peur et on pense que c'est une humiliation et qu'il faut pas tomber et on veut contrôler. Et donc, on n'y est pas vraiment. On est prêt à le faire. Et ce que j'apprends en lisant ton livre, c'est que c'est vrai, tu as tout à fait raison. C'est d'une très fine description phénoménologique de l'expérience. Là, il y a une expérience il y a une joie, il y a un plaisir. oui. En plus, ça, je l'ai appris très jeune avec Liane Daïdé et elle a été parfaite pour ça parce que quand on est petit, on est des buvards et quand j'ai commencé la danse, j'étais pas très en avance, pas en retard bien que, mais moi j'avais fait 3 mois de danse, donc j'avais un retard si tu veux de technique
d'apprentissage de la technique qui était quand même par rapport à mes copines de classe, on voyait que je faisais de la danse depuis beaucoup moins longtemps qu'elles. Donc j'ai dû apprendre rapidement. Et pour apprendre la technique rapidement et l'apprendre bien, il ne faut pas avoir peur parce qu'une danseuse ou un danseur qui a peur de la technique, c'est un danseur ou un artiste ou un interprète qui n'oubliera jamais la technique quand il dansera. C'est comme quand tu parles, quand je te parle, je pense pas à chaque mot que je vais employer, il y a quelque chose qui s'installe. Si je devais penser à chaque mot, ça créerait une discussion complètement, décalée et donc un danseur qui n'a pas de technique solide, parce que la technique solide est souvent liée à une trouille, tu ne peux jamais te lancer dans un ballet en 3 actes avec liberté, avec naturel et en cas de grosse fatigue, parce que sur un ballet en 3 actes, tu commences à être fatigué au bout d'1 heure et demie, 2 heures, ton corps ne prendra jamais le relais et la technique ne prendra pas le relais parce que tu as peur. Et donc c'est ne pas acquérir ça très jeune, c'est très compliqué pour les danseurs et les danseuses, je trouve. Donc accepter de tomber, c'est découvrir la confiance. C'est le Oui, chemin de trouver la confiance. oui J'adore. C'est tellement et paradoxal et tellement vrai. accepter de tomber, c'est aussi trouver la solution pour ne pas tomber. Alors, le 6e principe que je découvre dans ton livre, c'est qu'il faut faire face honnêtement à la méchanceté. Alors on voit qu'elle est minable et par là, on ne se laisse pas atteindre. Bien sûr. Peut-être on peut... j'ai pensé, pour parler de ça, raconter le mot qu'avait mis sur ton carnet Claude Oui. Bessy. Si tu veux dire qui est Claude Bessy, à quel âge tu as et qu'est-ce que c'est Alors, Claude Bessy, c'était la directrice de l'école de danse de l'opéra, donc quand, la directrice des petits rats et on avait à chaque fin de trimestre, un petit carnet qui était, grand comme ça, tu vois? Un petit truc où chaque professeur, marquait un petit mot sur le travail. Soit c'était des encouragements, soit c'était des corrections très précises et en fin de liste, il y avait Claude Bessier, donc qui soit signait. Alors quand elle faisait que signer, on se disait un petit peu: «Les enfants, elle a rien mis, ça se trouve elle m'aime pas ou je l'intéresse pas» et puis elle a été, extrêmement, prolixe avec toi. oui et elle a écrit, cette, phrase que tu as sans doute écrite et que tu peux lire, j'avais, 10-11 ans, oui. Aurélie devrait s'attacher à devenir intéressante, pas Pas seulement seulement jolie. jolie. C'est horrible. Ouais, C'est ouais. tellement C'est méchant. surtout quelque chose que tu peux pas comprendre parce que moi je me trouvais pas jolie donc elle me dit donc ma mère m'explique, elle me dit: «Oui, mais elle te trouve jolie, ça veut dire». Je dis: «Mais oui, mais» et moi dans ma tête je me dis: «Mais je suis pas jolie, donc si je suis pas jolie et qu'en plus je suis pas intéressante, qu'est-ce qui me reste?» C'est horrible. Mais alors là, ça arrive plusieurs fois. Donc, Mmh. ton livre est plein mais on n'arrive pas à croire la méchanceté, même la perversité de tant de gens Mmh. que tu dois. Et tu te dis qu'il faut regarder en face la méchanceté et se dire que pour être méchant comme ça, faut quand même être assez minable. Et c'est ça qui te permet de t'en sortir. Mmh. Oui. Je pense qu'il y a beaucoup de jalousie aussi là-dedans, mais comme moi j'ai toujours beaucoup douté, je me suis jamais dit que j'avais ne serait-ce qu'une petite valeur par rapport à une autre, donc ça, c'était ça. Mais surtout la méchanceté, je trouve que c'est une forme de fainéantise intellectuelle. Dire quelque chose de méchant, tout le monde est capable de le faire. Tout le monde, on le voit dans la rue quand on se fait, insulter, engueuler, dans le métro, dans les voilà, c'est il y a la méchanceté comme ça crue, je trouve que c'est vraiment, ça démontre que le cerveau d'en face de la personne qui prononce, cette méchanceté est quand même très, très, heu pas généreuse en termes d'explication, mais même ça pourrait être quelque chose d'encore plus vicieux, mais au moins il y a quelque chose d'un peu travaillé. La méchanceté pour moi ou cette phrase dite à une enfant de 10-11 ans, je trouve qu'il y a vraiment un plaisir, un fantasme, à prendre son pied, à faire du mal très gratuitement, ce qui est pas très glorieux et puis je trouve que c'est vraiment, une paresse, intellectuelle. Moi, je trouve que c'est une belle leçon comment t'en parles. Parce que devant la méchanceté, comme ça fait mal, on a envie de se défendre, on peut devenir amer, Mmh. on a envie de se justifier. Et toi, ce que tu montres, non, il faut juste la regarder en face. Oui, Et quand on la regarde vraiment en face, on voit que pour être méchant, faut vraiment être quelqu'un de pas très bien. Parce que quand on oui, est quelqu'un de bien, on ferait pas ça. oui et je crois qu'il faut excuser aussi la méchanceté. Il faut pas la juger parce que
Bon, il y a des gens qui sont la vie, c'est compliqué. Il y a des gens qui voilà, ça c'est peut-être compliqué pour des adultes de voir des petites filles arriver, douées et que ces petites filles ne voient pas qu'elles sont douées, ne le ressentent pas. Donc pour elles, il y a peut-être une espèce de voilà, de brisure, de fêlure qui font qu'il y a une forme de jalousie qu'elles n'arrivent pas elles-mêmes à gérer, qu'elles ne sont peut-être même pas fières de pas ne pouvoir gérer et qui fait qui font d'elles, voilà, qui fait que ça devient, méchant. Donc faut excuser en fait, c'est dommage, mais c'est comme ça. Alors, principe suivant, le vrai bonheur, c'est le travail. Ouais, la liberté, la vraie liberté, c'est le travail, c'est sûr. Comment, comment t'expliquerais ça à tes enfants? Parce que pour beaucoup de gens, le travail, c'est pénible, Mmh. c'est pas agréable. Comprendre qu'il y a la vraie liberté et aussi un vrai bonheur du travail. Ouais. Moi, je crois beaucoup à l'engagement. La liberté, c'est un enga enfin, le travail, c'est un engagement. Quand on décide, c'est vrai qu'aujourd'hui, bon, moi, j'ai eu la chance, c'est facile pour moi de dire ça parce que j'étais passionnée ou je suis devenue passionnée de danse. Mais, je trouve que quand on travaille beaucoup, on va au bout du sujet, heu, personnellement et dans ce qu'on nous demande de faire et donc, il y a une satisfaction et un engagement qui f comme vraiment un sujet, quelque chose ou quelqu'un qu'on connaîtrait vraiment parfaitement ou comme parfois on voit des sculptures ou des peintures et je me dis: «Mais en fait, tout est là. Il y a rien de trop et on n'aurait pas pu rajouter même un petit point, ça aurait été en trop». Quand on a la sensation de s'être engagé au point d'avoir travaillé d'arrache-pied, mais d'avoir l'impression de connaître tout son sujet, ça fait une espèce d'effet de boomerang, donc moi j'ai l'impression de m'être totalement découverte, au plus proche de qui je suis et donc j'ai une sensation de liberté et je suis très apaisée et ça évite aussi toute aigreur. Puis le travail, tu montres, il y a une joie Oui, d'apprendre, il y a oui, une oui, joie bien de sûr. progresser, Ah oui, il y a bien une sûr, il y a joie de tout ça, rencontrer bien des... Enfin, sûr il y a et il y a une joie de tomber et de douter et de risquer et de très bien faire et de moins bien faire et se dire pourquoi ça a été vraiment bien ce soir-là et que le lendemain c'était moins bien. Et voilà, en fait, c'est passé par plein d'états d'âme, le travail et je trouve que moi, j'encourage tout le monde à essayer de creuser un peu, dans leur voie et de pas lâcher et de pas lâcher. Ouais, ouais. 8e principe, devenir étoile, c'est à la fois complètement être au service des autres, de la musique, de la danse, et en même temps rester soi et même devenir soi. Là aussi, ça pourrait être paradoxal, parce que dans notre monde, soit je suis moi-même, soit je suis au service. Mmh. Et au fond, ce que tu découvres, c'est que plus tu es au service, plus tu deviens toi-même. Est-ce que tu veux bien expliquer ce paradoxe? Mmh. Lorsqu'on est dans Sœurs étoiles ou dans ces étoiles, on accède aux premiers rôles. Donc les premiers rôles sont des premiers rôles qui vous sont imposés. C'est-à-dire que si on me dit, et que évidemment je valide le choix artistique, tu vas danser Carmen, je suis Carmen. Si on me dit: «Tu vas faire la Belle au bois dormant», je suis la Belle au bois dormant. Donc il y a une espèce de chose où on se met à la merci du rôle qu'on nous impose, donc qui est Carmen. Mais dans cette Carmen, je vais montrer une autre version de moi, pas forcément mieux, pas forcément moins bien, juste une autre version. Et c'est là où je me retire de ce rôle qu'on m'impose pour trouver ma liberté de personnage, ma liberté musicale, ma liberté dans ma façon d'être, ma liberté de comment je vais danser avec cette guêpière et comment je vais bouger mes épaules et comment je vais regarder Don José. Donc en fait, cette structure qui pourrait être un cadre comme un moule dont on parlait au début, elle m'est imposée. Mais ce que je ressors de ce personnage et ce que mon corps et mon âme et mon cœur et ma musique va en faire n'aura rien à voir avec ce que fera la Carmen qui dansera le jeudi et l'autre qui dansera le lundi. Donc c'est ça qui est très intéressant lorsqu'on est au top du top à l'opéra, c'est qu'on a ce pouvoir-là et cette liberté-là qui grandit sans cesse en plus parce que la Carmen de 1999 n'est pas la même que celle de 2003 et sera encore différente de celle de 2008. Il y a aussi quelque chose encore un autre aspect de ça, d'être au service. Tu parles de ça, être au service de la danse, essayer de servir la danse, de se mettre donc soi-même un peu en retrait, que c'est pas soi qui importe, mais la danse, la beauté, le chorégraphe. Oui, oui. C'est paradoxalement non pas se sacrifier, mais c'est se retrouver.
Oui, ça, c'est vrai que j'en parle dans mon livre. Après, c'est vraiment très personnel parce que je sais pas si d'autres, pensent comme moi. Ah mais moi je pense que c'est une expérience spirituelle Ah fondamentale. complètement, j'en C'est suis que c'est sûre. pour ça que je trouve que c'est universel. Je Ouais, trouve ouais. que plus les gens sont centrés sur eux-mêmes, plus ils Mmh. sont malheureux, Oui, oui. plus ils s'oublient en étant au service de quelque chose de Mmh. plus grand, plus ils deviennent eux-mêmes. Je Oui. pense que c'est un Oui, c'est vrai. je trouve que ce Peut-être pour ça que que je voulais être bonne sœur, quand j'étais plus jeune. non mais Et c'est vrai, hein. Parce qu'en fait, quand j'étais avant d'être dans ces étoiles, il fa je et c'était une réalité, il fallait qu'on me voie. Il fallait que je ressorte. Il fallait qu'on dise: «Tiens, elle, non pas elle, elle là, Dupont là, elle peut-être on va la pousser un peu». Donc je faisais tout pour qu'on me voie et tout le monde le fait, c'est normal. Quand je suis arrivée dans ces étoiles, j'étais apaisée. Et comme tu dis, justement et comme je le disais dans mon livre, en fait, c'est comme un jeu d'échecs. Tu es la reine, tu peux avancer, tu peux reculer, tu peux enfin, je sais pas jouer aux échecs, mais j'adorerais d'ailleurs apprendre. Ça me plairait beaucoup. Mais tu vois, tu peux gérer ton temps et tu peux gérer ton espace et tu peux gérer ton histoire. Et c'est vrai que j'en parle beaucoup dans mon livre. Quand on est dans Sœurs étoiles, il s'agit pas d'être devant tout le temps. Il s'agit pas d'avoir l'éclairage comme ça qui vous éclaire tout le temps, rien que pour vous, avec votre diadème énorme et machin. Je pense qu'il faut, parce qu'on est à le premier rôle, on n'a plus besoin de prouver. Parce qu'on est le premier rôle, il faut savoir valser avec la musique qui prend le premier rôle de temps en temps. Mettre en valeur votre partenaire pour que peut-être parfois le public l'apprécie plus que vous. Et donc jouer un peu avec le sentiment pour qu'après au deuxième acte ou au troisième acte, on rechange pour que le public de nouveau vous aime si il a préféré vous détester au détriment de votre partenaire. Euh, et je trouve que ça, cette espèce d'équilibre, de rythme, dans un ballet en 3 actes, quand on est danseur étoile, c'est un luxe, suprême. alors la vertu suivante, je pense que là tu vas être surpris que j'ai choisi ça, mais je trouve que c'est vraiment un moment magnifique du livre, c'est que ton livre nous apprend la vertu de se mettre en colère. Mais ça, c'est mon caractère. Ah non, je pense que c'est une vertu pour tout le monde. Je pense qu'on a tous à apprendre ça. Est-ce que tu veux raconter ce qui s'est passé avec Forsyth? Oui, bah, oui, bien sûr. Je trouve que c'est vraiment... Après, avant de m'énerver pour Farsight, j'ai eu une patience d'ange, hein. Ah oui, raconte, c'est bien que tu racontes tout, tout, tout. Ah oui, j'ai une patience d'ange. Donc tu dois travailler avec Forsyth, qui est un grand chorégraphe. Ouais et moi, je suis comme une dingue parce que j'adore Farsight et qu'on doit danser, In the Middle, qui est un ballet qu'il a créé, pour, la grande génération des danseurs et danseuses étoiles de Rudolf Nureyev. Donc moi, je me retrouve là, je suis fraîchement nommée étoile, mais fraîchement 3 mois, hein. Et donc on me donne, un des premiers rôles que j'adore. Mon rêve, c'est de travailler avec Forsyth. J'ai une appétence pour la danse contemporaine, je le ressens. Physiquement, je me sens forte, je me sens à l'aise. Et donc on me dit: «Tu vas travailler avec Forsyth», je suis trop contente. Je me retrouve dans le studio et on a 1 mois et demi, 2 mois pour répéter, ce qui est long, hein. Et c'était une soirée uniquement Forsyth et il faisait, parallèlement à 2 reprises une création avec les danseurs de l'opéra. Et là, je sais pas pourquoi et je ne me l'explique pas parce que j'étais vraiment, irréprochable dans mon comportement, hein, justement. Peut-être que dans mon visage, il y avait une forme de froideur que j'ai découvert un peu plus tard, mais peut-être que quand je suis concentrée, peut-être que je peux paraître, froide ou désagréable, je sais pas. Bon, je l'ai déjà entendu, donc je le prends en considération, mais je pense que c'est plus un truc de concentration. Et là, il commence à me dire devant tous les danseurs, qui étaient là dans le studio, il me dit, «Dis-moi, c'est toi qui viens d'être nommée, danseuse étoile?» Alors, je regarde comme ça et je me dis: Oui, oui, c'est moi» et je sens que je vais en prendre une parce que j'ai un peu l'habitude, tu vois? Je sens le truc et il me dit: «Ben, il serait temps que tu danses comme une danseuse étoile, hein». Et là, je me dis: «Ah là là, ça va, je vais souffrir, Pure méchanceté. je vais souffrir». Je me dis bah, je me suis dit: «Bah, oui, il a raison, en fait, ça fait 3 mois que je suis danseuse étoile, donc oui, il serait temps que je danse comme une danseuse étoile. Faut me laisser un peu de temps», mais tout ça, je me le dis dans ma tête et je prends sur moi. Évidemment, ça me fait pas plaisir, évidemment, ça me vexe parce qu'il le dit tout haut devant tout le monde, donc je me sens un peu humiliée Mais tu dis rien et tu et je dis rabats. rien et ça se reproduit, ce genre de petites vannes comme ça, très régulièrement. Très Mhm. régulièrement, très régulièrement, donc c'est une forme de harcèlement, qu'on pourrait appeler du harcèlement, donc c'est presque tous les jours. En tous les cas, à chaque fois qu'il est dans le studio, je tétanise. Quand je tétanise, un danseur qui tétanise, bah, comme, quand même c'est un art qui passe par le corps ne peut plus danser. Donc quand il me corrigeait et qu'il me trouvait pas bonne, j'étais incapable de faire quelque chose de bien parce que je tétanisais. Donc je lui donnais raison, donc c'était affreux. Donc il m'embarquait dans un process où vraiment, je ne pouvais pas prouver que j'étais pas si mauvaise que ça. Et puis on se retrouve à l'après-générale, à Garnier. Là, je suis impeccable, j'ai les bons chaussons, je suis en costume, j'ai la bonne coiffure, j'ai tout nickel.
Tu réussis à danser. Là, Et je malgré, réussis à malgré, malgré danser tout ça, et à tu cette ép réussis à le faire ouais bien. et à cette époque-là, je commence à avoir un peu mal au genou, donc en plus, je suis contrariée parce que non seulement, c'est compliqué les rapports que j'ai avec William Forsythe, mais en plus, j'ai cette douleur au genou qui m'empêche de danser librement, donc voilà et c'est une douleur qui commence à m'inquiéter parce que c'est une douleur que je ne reconnais pas par rapport aux autres douleurs que j'ai eues, avant dans ma carrière et là, on répète, on fait comme un filage, donc ce que j'avais fait dans ce fameux studio où on m'avait dit aussi des choses affreuses, mais on est en filage comme s'il y avait du public, sauf qu'il y a quelques danseurs dans la salle. Forsyth arrête la répétition, monte sur le plateau, donc il est dos à la salle et face à nous, et il commence à nous dire qu'on est mauvais, enfin un tas de choses pas très sympathiques. Et là, je sais pas ce qui s'est passé. J'ai dans ma tête, c'est-à-dire que moi je suis quelqu'un de très sensible, très patiente. Vraiment, je peux prendre beaucoup. Et à un moment donné, pouf, je passe de l'autre côté. Et Ouais, il là, a oui. vraiment exagéré. Oui, oui, oui. Et là, je me suis dit: «Non, en fait, je vais arrêter, je vais arrêter». Il est pas content de travailler avec des danseurs comme nous. Je me souviens avoir pris la parole, ne Enfin, pas avoir du tout il a dit pas seulement du mal de toi, mais il a dit du de tout mal le monde, de tout l'opéra. de tout l'opéra, en disant que la direction de Nureyev était bien meilleure que celle dans laquelle on évoluait, quand il était là. Et tous les danseurs ont baissé la tête. Il y en a pas un qui a dit quelque chose. Mais moi, comme ça, j'avais quand même un petit historique avec lui. Je sais pas, j'ai vrillé complètement et là, je me suis mise à l'insulter dans un anglais parfait que je ne soupçonnais pas. Tu lui as dit quoi, hein? Je peux pas le dire. Mais pas mal de choses. Enfin, en tous les cas, il m'a comprise et je décide à ce moment-là, j'assume complètement mon geste. Je sais aussi que quand je le dis, on va dire: «Ah bah, dis donc, Aurélie Dupont, elle a pris la grosse tête, tu vu comment elle parle à Forsyth?» Mais personne ne sait, sauf les danseurs qui étaient avec moi en studio, qui voyaient me faire très mal parler. Donc je me dis: «Tant pis, en fait, de ce qu'ils vont penser les gens. Moi, je ne peux pas, toute ma carrière, toute ma vie», parce que déjà avant je disais rien, toute ma carrière de danseuse étoile, me taire et avoir affaire à des gens comme ça. Je le refuse, en fait. J'ai eu une espèce de refus, j'ai eu un trop plein de réflexions désagréables et donc il y avait plus de place et donc j'ai voulu prendre mes affaires pour partir. Ma copine Nathalie m'a récupérée par le bras et m'a dit: «Non, toi, tu es professionnelle, tu vas faire la répétition, tu termines la répétition et après tu pars». J'ai dit: «Oui, c'est mieux». Donc j'ai fait la répétition, ça se terminait sur un noir sec sur moi. Dans le noir, je prends mon sac à dos, je remonte dans ma loge et là, à l'époque, je fumais, donc je fume, cigarette sur cigarette. Je pleure d'énervement. Je suis en plus quand même un peu fière de m'être délivrée de cette espèce, humaine qui me déçoit, mais à un point parce que moi, j'étais fan de son travail. Et donc j'entends, on demande mademoiselle Dupont sur le plateau pour les saluts, pour régler les saluts et moi j'y vais pas et moi j'ai pris ma décision, hein, je m'arrête et j'ai fait une dépression de 3 4 semaines, je me suis arrêtée. Brigitte Lefebvre, à l'époque directrice de la danse, vient toquer à ma porte pour me demander de descendre. Je lui dis, extrêmement calmement: «Je n'irai pas. Je n'irai pas et je m'arrête. Je ne danserai pas son ballet». Mais tu lui Je lui expliques quand explique même. tout, je lui dis: «Voilà, ça fait 1 mois et demi qu'il me parle vraiment très mal». Il y a des témoins, hein, tout le monde peut témoigner, donc je c'est pas moi qui ai pris la grosse tête. Et là, c'est assez beau parce elle Elle me t'écoute, comprend, elle te comprend. J'ai elle me trouvé ça, comprend. c'est Elle a très été elle a émouvant. été formidable. Je lui ai dit: «Il critique, votre direction», c'était pas pour cafeter, mais il critique votre direction, donc ses choix de danseuse étoilée, tout ça, donc on était tous dans le même lot. Il disait qu'il avait une préférence pour Nureyev et ce qui se passait autour de Nureyev. Soit, très bien, mais j'ai trouvé que c'était vraiment venant d'un artiste comme ça, talentueux, j'étais très déçue. J'étais plus déçue humainement que tout d'ailleurs et elle me dit: «Mais danse au moins la première, tu auras les critiques des journalistes». Et je lui dis: «Mais Brigitte, ça, c'est vraiment mal me connaître, en fait. Je laisserais volontiers ma place à la première à Stéphanie qui a dansé mon rôle pour que justement elle récolte, les critiques. Moi, je vais rentrer chez moi et je ne suis pas bien du tout et c'est quelqu'un qui m'a beaucoup abîmée et j'ai fait une dépression je me suis arrêtée 4 semaines. Mais la belle histoire là-dedans, ça se termine bien, C'est pour ça que c'est ça se dingue. te ça C'est se pour ça que je termine dis la bien. vertu de se mettre en colère. Ouais. Oui, oui, parce qu'à un moment donné, il faut se respecter. On peut pas se laisser marcher sur les doigts comme ça, c'est pas possible et puis j'avais eu ma dose, en fait, donc je savais ce que c'était. Et là, je me suis dit: «Je me remets dans cette situation où peut-être que moi, je fais quelque chose qui est pas bon, mais je me remets dans une situation où un homme ou une femme, en l'occurrence, lui, sent qu'il a, une emprise sur moi et qui peut me taper verbalement». Je me dis donc il y a quelque chose que moi je fais pas bien, ou il y a de la jalousie, ou il y a un problème, ou je ne sais pas.
Toujours est-il que je retrouve L'histoire n'est pas finie. William Forsythe. Non, mais je tiens à le dire C'est important parce ça. que parce que ça veut dire que la méchanceté dont on parlait tout à l'heure, elle peut être expliquée parce que la personne, au moment où elle est méchante, n'est pas forcément bien dans ses pompes et aussi, elle aussi a des problèmes. Donc tu le retrouves combien d'années plus tard? Je le retrouve, 10 ans plus tard, je 10 ans crois. plus tard, Donc par hasard, je en sais Russie. donc Je suis à Saint-Pétersbourg, il est là aussi. je participe à un gala. On descend dans le hall, c'est un gala où il y a plein de danseurs du monde entier, des chorégraphes partout, partout, partout. Je suis dans le hall et la personne qui s'occupe de l'organisation dit: «Il va y avoir des taxis, donc je vais vous appeler, les taxis arrivent et vous montez» et j'entends, Dupont, Legris, Forsyth. Donc Manuel Legris et là je me dis et je le vois, il est au bout et je me cache et parce qu'il sait que j'ai pas dansé ses ballets donc ça a dû quand même un tout petit peu, il a dû quand même modifier un peu, son spectacle et puis c'est comme si je revoyais, quelqu'un qui m'avait fait beaucoup de mal, ce qui était le cas donc voilà et là il entend mon nom, j'entends son nom, tout le monde entend notre nom. Manuel Legris était au courant de l'altercation qui s'était, déroulée, 10 ans plus tôt. Et là, Forsyth arrive vers moi. Ah et là, j'ai peur, mais j'ai peur et je me dis: «Qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce qui va se passer?» Et il me dit, «Can I talk to you?» Je dis: «Oui, oui, on peut se parler si vous voulez» et il s'est excusé et il s'est excusé et il m'a parlé directement de cet incident. Donc ça veut dire que dans ma tête, c'était traumatisant, mais que dans sa tête aussi et c'est pour ça que je l'ai excusé tout de suite, dans sa tête aussi, il en était pas fier de ce qui s'était passé. Il m'a expliqué que c'était un moment dans sa vie où il était pas bien et je le comprends. Et je l'ai excusé. Et quand le livre est sorti, je ne voulais pas, qu'il soit surpris de ce que j'écrivais sur lui, donc je lui ai fait un mail en lui disant: «Voilà, William», on l'appelle Billy, «Billy, voilà, il y a mon livre qui sort. Je me suis autorisée à parler de cette expérience que nous avons eue et de l'accrochage que nous avons eu sur In the Middle. Ne m'en veux pas, je te fais le truc». Je lui ai tout envoyé. Et il m'a répondu: «Chère Aurélie, je me souviens très bien de ce déroulé, qui était ni plaisant pour toi, et je m'en excuse encore, et ni plaisant pour moi. Et tu m'as fait réaliser que le plus important, ce n'est pas forcément d'être un bon chorégraphe, mais un artiste humainement bien. C'est extraordinaire. Donc, d'une certaine façon, cette expérience, peut-être qu'il en a eu d'autres avec d'autres danseurs, mais cette expérience, au bout d'un certain nombre d'années, l'a fait progresser. Comme quoi, j'ai raison, il y a une vertu de se mettre en colère Tout quand à c'est fait. vraiment légitime. Quand c'est légitime, il faut se mettre en colère. Il faut garder un peu de faut pas se faire complètement écraser, l'orgueil et c'est pas bon. Alors il y a l'avant-dernier, je pourrais en prendre plein, mais l'avant-dernier que j'ai choisi, c'est, passer de la volonté à l'écoute. Et là, j'ai pensé à ton accident. Donc tu as cet accident que tu vas raconter, heu et tu vas comprendre peu à peu que c'est pas que par la volonté que tu vas y arriver à surmonter l'accident, mais en changeant ta manière de danser. D'écouter suffisamment ton corps pour réinventer. Mmh. Et je trouve que c'est important parce que dans notre monde, on a un rapport un peu mécanique à la volonté. Si tu veux, tu peux. Et c'est Mmh plus subtil que ça. Ton livre permet de comprendre que c'est plus subtil, mh. que la volonté est importante, mais qu'il faut qu'elle se transforme à un moment. Si tu veux parler un Oui, peu de ton accident oui. et et Bah, de comment tu t'es transformé. la volonté, c'est vraiment l'écoute, en fait. Parce que on pourrait éviter, là, on va parler de ma blessure, mais si je dois parler de blessure, on pourrait éviter un milliard de blessures, même des blessures de cœur, d'amour, de tout, hein, des blessures ou même physiques, si on écoutait un peu plus. Donc là, d'être un tout petit peu plus à l'écoute, être un peu plus honnête avec ce qu'on ressent ou son corps, m'aurait permis peut-être d'éviter certaines choses, bien que je trouve avec le recul que cette opération et que ce handicap a bouleversé ma carrière et a fait que ma carrière m'a ressemblé. Qu'il y a cette vulnérabilité que je recherchais, mais en fait, on me l'a imposée. Hmm. Donc, si je dois expliquer brièvement, je finis de travailler avec Forsyth, donc je m'arrête, 4 semaines. Je suis fraîchement nommée. Juste avant, j'ai redansé, Le Sacre du Printemps et j'ai cette douleur au genou qui me fait mal. À un moment donné, je me suis dit: «Aurélie, si tu passes des examens et que 6 mois après ta nomination, on te dit que ton genou, il faut t'arrêter 6 mois ou 1 an, je ne vais pas pouvoir l'assumer». C'est vraiment presque un déshonneur, en fait. C'est comme on m'a donné la confiance, on m'a donné le titre et moi, je vais pas pouvoir, l'honorer comme je le souhaite. Donc j'ai préféré ne rien faire et continuer de travailler.
J'ai continué de danser et j'ai eu vraiment mal, vraiment mal. Et j'ai commencé à réagir à la douleur lorsque dans ma vie de tous les jours, je ne pouvais plus vivre correctement. Sortir de mon lit, me lever d'une chaise sans m'aider des accoudoirs, courir après un bus, monter une marche, descendre des escaliers, les monter, courir tout simplement, pédaler. Voilà, ça, je pouvais plus. Donc je me dis: «Là, il y a un vrai problème. C'est pas il y a un vrai problème». Donc je passe une IRM au bout d'un an et demi de douleur, 1 an et demi. Et là, on me dit: «Vous avez un plus de cartilage. Le cartilage est complètement explosé derrière la rotule. Derrière la rotule, il y a du cartilage qui protège, heu, la rotule des 2 os comme ça derrière. Ce cartilage, il est explosé. Donc il est pas fracturé, fissuré, il est explosé. Comme il est explosé, j'ai les os qui touchent comme ça et donc ça fait un œdème et donc j'ai du sang dans la rotule et c'est cette douleur-là qui est insupportable. C'est pas tant que j'ai plus de protection, c'est l'effet du bleu qui est très, très douloureux et on me dit: «Bah, il va falloir, faire ça comme opération». Donc on m'a pas ouvert, on m'a juste fait une petite, arthroscopie. On m'a aspiré tout le tout le cartilage, donc c'est le menu qu'on m'annonce. On me retire le cartilage et puis il va falloir je sais pas, je me souviens plus du terme exact, médical, mais on fait des micros, hem, trous dans l'œdème pour que le sang, s'écoule et pour un tout petit peu, nettoyer le genou. Mais il y a un mais à ce menu. Ils me disent: «Mais si vous décidez de vous faire opérer, sachez que vous ne pourrez plus danser». Moi, je lui dis: «Mais pourquoi?» Parce que ça me paraît rien, un nettoyage, Il me dit: «Bah non, parce que le cartilage ne se reforme pas. C'est pas comme un os. Un os, vous cassez un os, c'est 6 semaines d'arrêt, si la fracture est nette, ça se recolle, on n'en parle plus. Mais le cartilage, ça ne se reforme pas naturellement. Ça peut se reformer, mais il faut faire une culture, il faut retirer la rotule, remettre le cartilage qui a été mis en culture. On a une chance sur 2 pour que ça prenne. Enfin bon, c'est vraiment un vrai chantier et donc je me dis: «Non seulement il faut que je me fasse opérer parce que la douleur, elle était insupportable. Mais c'est moi qui dois décider de me faire opérer et donc c'est moi qui vais décider à quel moment je vais plus pouvoir danser. Puisque ça va être ma décision et que cette décision amène un arrêt immédiat pour toujours. Je ne pourrai plus danser. Donc là, dans ma tête, je vis un enfer. Je vis un enfer. Je me souviens très bien, je sors du truc. Je suis vers, Place d'Italie. Je suis comme saoule, je suis comme, co je suis saoule en fait. Je vois un arbre, je me mets là, je m'assois, je me mets dans un café, je m'allume une cigarette, je suis, dans ma tête, j'arrive plus à réfléchir et je me dis: «Non, non, non, je vais pas arrêter maintenant, j'y retourne». Donc j'ai redansé 9 mois encore avec la douleur. Donc là, j'étais douleur puissance 10 000 et puis je dois partir au Brésil danser Gisèle en tournée avec l'opéra et je suis dans le studio, Nureyev et je me vois dans la glace et je danse mon solo du premier acte de Gisèle, qui est tout sur le genou droit. Et là, je me regarde dans la glace et je me dis: «C'est terminé, terminé». Et là, ma répétitrice qui savait que j'avais mal au genou, elle me dit: «Quoi?» Je lui dis: «J'arrête, je vais me faire opérer. J'arrête, je pars pas demain. Je devais faire la première, j'y vais pas». «Mais tu es sûre? Mais quand même, essaie de». «Non, non, c'est terminé». La douleur, c'était affreux. C'était affreux. C'était un coup de poignard à chaque fois comme ça. À chaque fois, je pliais. Donc je suis partie. Je suis partie vite, très vite. J'ai pris mes affaires, j'ai apporté un arrêt de travail, j'ai pas fait la tournée et je me suis fait opérer. Je me fais opérer. Je suis d'une tristesse, je pleure, je me réveille, je pleure. Je fais que pleurer de toute façon. Je me dis que ma vie est fichue, j'essaie de comprendre pourquoi, qu'est-ce que ça veut dire mon chemin, qu'est-ce qu'on veut m'expliquer, qu'est-ce qui s'est passé, j'ai pourtant tellement travaillé, j'ai eu la je sais ce que c'est que la résilience, je me suis battue, j'ai été honnête, bon, tu vois ce qui se passe dans ma tête. Et donc le moment de se rééduquer arrive puisque j'ai quand même eu des béquilles pendant 2 mois, où j'ai une canne comme ça et l'autre qui est pas non plus, très musclée et donc je vais voir un kiné que mon chirurgien me suggère et qui est extrêmement tendre, voire un peu trop tendre. C'est-à-dire qu'il me parle de l'opéra toute la journée, il connaît quelques danseurs, et donc on est dans un échange comme ça. Moi, ça me fait de la peine, j'ai pas envie de me je me dis: «Je vais arrêter la danse, je vais démissionner». Donc je retourne voir mon chirurgien et je lui dis: «Je crois que vous m'avez pas très bien saisi. S'il faut que je rééduque ma jambe, qui pour moi n'a aucun intérêt puisque moi rééduquer une jambe, c'est pour qu'elle danse. Rééduquer une jambe pour qu'elle marche, moi ça m'intéresse pas. Donc comme je vais avoir beaucoup de mal à rééduquer une jambe pour qu'elle ne fasse que danser, que marcher pardon, mais pas danser, va falloir vraiment que vous mettiez avec une espèce de monstre qui me tape parce que sinon je le ferai pas. Ça m'intéresse pas». Il me dit: «Bah, va voir Bébert,
à Saint-Maur. Il me dit: «Tu ton permis?» Je lui dis: «Oui, j'ai mon permis». Je m'étais acheté une Twingo, jaune, parce que tout est jaune ici, donc ça me rappelle ça. Je pars à tous les matins à 6h30, 7h à Saint-Maur. Je venais d'avoir mon permis dans cette Twingo jaune. Je me retrouve à Saint-Maur et je rencontre Bébert et je rencontre aussi beaucoup de sportifs de haut niveau, blessés, beaucoup de handballeurs, beaucoup de footballeurs et je vois ce Bébert qui a transformé ma vie un peu, à la Pina, qui ne connaît rien à la danse, qui m'accueille et qui me dit, «Ah oui, c'est toi la danseuse, on m'a dit, «Oui». Il me dit: «Bah, tu t'es fait un genou?» Je dis: «Oui, je me suis fait un genou, oui, ça, je me suis bien fait un genou». Il me dit: «Oui, bah, là, regarde», donc il me regarde et puis il me dit: «Là, mais c'est tout mou, là, il faut rééduquer et tout ça, tu plus de cartilage», donc je lui explique, que ça va être compliqué. En effet, il réalise que c'est très compliqué de me rééduquer parce que toutes les tensions et tous les exercices pour rééduquer une cuisse me font plier mon genou et donc je ne peux pas mettre mon poids du corps sur cette, articulation. Donc c'est vraiment très minutieux comme travail, c'est très lent, c'est compliqué. C'est douloureux. Je n'ai pas fait une séance de rééducation où je me disais: «Mon genou va mieux». Mon genou, on a retiré, je dirais, 40 de douleur, mais j'ai toujours mal. Donc je me dis: «Là, les médecins ont raison, je ne peux plus danser». Et donc je pleure et je l'insulte et vraiment je passe un très mauvais moment, ça me plaît pas du tout. Je m'ennuie, les sportifs sont sympas, donc je suis pas toute seule dans mais eux, c'est des sportifs et je me dis: «Moi, je suis en scène, moi, je raconte des histoires, je fais pas un sprint ou». Donc voilà, donc je suis malheureuse. Lui, Bébert ne connaît rien à la danse, qui m'arrange, comme ça, il me pose aucune question. Et puis un jour, doucement, 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 la jambe commence à se remuscler, et il me dit: «Mais pourquoi tu redanses pas?» Et je lui dis: «Je ne peux pas redanser. Je ne peux pas, je vois bien là, tu me demandes de faire un footing ou de sauter sur un trampoline, j'ai mal, donc je vois pas comment je peux danser un 3 actes qui dure, 3 heures». Il me dit: «Mais tu devrais essayer quand même». Et je dis: «Non, non, 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 j'ai ça fait déjà plusieurs mois, voire une petite année que j'essaie de mettre ça de côté, donc ça va pas être possible». Il me dit: «Bah, écoute comme tu veux». Il me dit: «Mais par contre, amène-moi tes chaussons, parce que ça va être bien pour que tu te rééduquer la cheville pour reprendre de la force». Oh là là. Donc évidemment, je mets 2 semaines ou 3 pour arriver à amener mes chaussons que j'amène. Donc je les mets, donc j'ai pas mis ça depuis très longtemps, donc j'ai un peu perdu la sensation et évidemment, ça fait sourire tous les sportifs qui sont dans ce centre parce qu'ils disent: «C'est quoi cette espèce de chose, sur les orteils?» Bref, et petit à petit, la Bébert, il est toujours, extrêmement, doué humainement. Il m'a fait croire, en fait, il m'a donné envie. Il m'a dit: «Essaie, qu'est-ce que ça risque? Essaie, tu sais pas ce qui va se passer». Donc Comment il pouvait avoir confiance que tu pourrais renoncer? c'est Est-ce que pas tu as une idée? il m'a toujours dit, «Tu avais le caractère que tu as» et j'ai senti que, j'ai senti qu'il fallait juste, te pousser et que tu trouverais les solutions. Comment on peut danser sans cartilage? Alors comment on peut danser sans cartilage? En réfléchissant beaucoup, en analysant absolument tout, en revoyant toutes ses copies, en revoyant tous les moules dans lesquels vous êtes rentrés. C'est-à-dire que j'avais ma danse d'avant et ma danse d'avant, je pouvais plus l'avoir aujourd'hui, avec un genou abîmé. Tout ce que je faisais avant, je ne pouvais plus le faire. Tout, tous mes appuis. Donc j'avais moins de puissance, donc je pouvais moins plier. Et donc j'ai rééduqué ma danse. C'est-à-dire que j'ai perdu du poids, j'ai musclé toutes les articulations de la cheville, de la hanche, des fessiers. J'ai travaillé tout mon dos, qui était une région que j'avais pas encore découvert à 100. J'ai travaillé ma posture, j'ai réalisé aussi que le poids de la tête était ce qui est le plus lourd et que quand on se regarde en studio de danse, il y a un miroir et que mon genou était par là et que plus je baissais la tête pour regarder mon genou, plus j'avais du poids. Donc j'ai décidé d'arrêter et de me regarder dans les yeux quand je dansais dans le miroir, dans les cours de danse. J'ai travaillé et ce qui m'a sauvée, c'est la musique. C'est-à-dire que j'ai la chorégraphie, elle est créée sur un thème musical, sur une mesure musicale que tout le monde aborde et que tout le monde fait. Et moi, j'ai essayé de travailler les contretemps. Donc j'ai appris la musique par cœur, de tout ce que j'ai dû danser. J'ai appris la musique par cœur avant même d'apprendre une chorégraphie pour que je puisse la chanter et vraiment l'avoir en tête. Et une fois que j'avais la musique en tête, je calais la chorégraphie à ma façon pour être plus tôt en fait sur mes chaussons que les autres filles qui pouvaient plier, par exemple. Donc j'ai travaillé mes équilibres et j'ai fait exactement, un travail qui a duré d'ailleurs à mon dernier spectacle, hein. Jamais je me suis dit: «Bon, bah, c'est bon maintenant tu ta technique, ta façon de faire». J'ai évolué sur plein de choses, plein, 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 plein de choses, plein de choses. Le choix de mes chaussons, hem, le dos et les bras qui prennent le relais sur les jambes quand j'en pouvais plus.
J'ai découvert, j'ai fait mon sur mesure, mais ce qui m'a profondément aidée, c'est la musique, c'est, c'est que j'ai eu l'impression de danser du cinéma, plus que danser tout court, en fait. Je me disais: «Là, tu as mal à ton genou, donc pour pas que ça se voit». Bon, parfois je rallongeais un peu les jupes, donc ça, c'était vraiment des détails, mais c'était bien de le faire aussi. Mais je me disais: «Là, il y a un truc, de l'ordre du jeu qui est important». Donc tu vas imaginer que tu as Pardon. Tu vas imaginer que tu as ta caméra qui va te filmer en gros plan et tu vas vraiment travailler ça et tu vas vraiment me mettre en lumière et si tu le mets en lumière, tout le public ne regardera que ça parce que toi, tu auras décidé que c'est cette partie-là qu'il doit regarder et pendant ce temps-là, ces 10 petites secondes, ton genou il va pouvoir se reposer et plutôt qu'il soit dans un angle où ça te fait mal, tu vas pouvoir tricher, pas faire exactement ce qu'il faut pour le soulager et personne ne le verra et personne ne l'a vu. C'est extraordinaire. Je trouve ça extraordinaire parce que Personne n'a jamais vu. Une fois, il y a un danseur qui m'a dit en cours de danse, il m'a dit: «C'est marrant, toi, quand tu danses, tu ne plies jamais». Je lui dis: «Oui, c'est marrant». Je ne pliais jamais. Je faisais que avec les métatarses, j'étais co un peu comme un boxeur, tu vois? Et ça se voyait pas. Mais parfois, il y avait des trucs, par exemple, j'ai refusé de faire le Sacre du printemps de Maurice Béjart. Parce que là, pour le coup, physiquement, c'était impossible de camoufler ou de le faire. Ça, j'ai refusé. Bon, j'ai regretté bien sûr, mais j'ai pas fait ça. Mais j'avais ma technique, en fait, j'avais ma technique pour camoufler mon handicap. le dernier point, enfin, il y en aurait plein d'autres, hein. Après, j'invite les gens à lire ton livre, mais le dernier point que j'ai choisi pour notre entretien, parce que je trouve que c'est tout à fait surprenant, mais extrêmement profond, c'est que tu parles de la danse, mais je crois que ça s'attache à tout ce qui est dans la vie. La vie, c'est passionnant et frustrant à la fois. Et tu dis, j'ai toujours pensé que le métier de danseuse était passionnant, même tu dis même parce qu'il est frustrant. Mmh. Je n'ai jamais été totalement satisfaite, trop jeune, trop vieille, un rôle qui survient trop tôt ou trop tard, une blessure, une série de spectacles trop courtes ou trop longues. Un spectacle est formidable un soir et le lendemain c'est moins bien. Je trouve que c'est très important de rappeler ça, que c'est ça. La vie est à côté passionnant et frustrant. Enfin, elle est même passionnante parce que c'est frustrant. Est-ce que Complètement. tu veux essayer d'éclairer ce... Hem, la vie est plus forte, que, ce que, comment je pourrais dire ça? Hem, Ce que j'ai pu faire dans mon art, donc dans ma vie, un soir à l'opéra, c'était toujours assez surprenant. C'était très travaillé, c'était maîtrisé, surtout avec mon genou, tout était maîtrisé, à la note près. Mais il y avait quand même toujours des moments suspendus et puis des moments où c'était plus dur. Et donc, ces moments où on ne peut pas gérer totalement, parce que c'est la vie qui gère à ce moment-là, bien que le travail soit fait, ça rend la chose frustrante. Parce que quand c'est formidable, on se dit: «Qu'est-ce qui a fait que le timing parfait de la vie a fait que le timing parfait de mon travail m'a fait passer à moi et je l'espère à mon public un moment sublime? Et qu'est-ce qui fait que le lendemain ou 2 jours après, le timing de la vie, qui est exactement à la même heure, je me maquille, je mets le même costume, je mets d'autres chaussons, le public est différent. Le même timing fait que la vie m'envoie quelque chose qui, avec le même travail qui a fonctionné la veille ou l'avant-veille, fait que j'aurais préféré grandir et je suis redescendue de 2 étages. Même si ça se voit très peu, hein, c'est parfois un ressenti. Et donc c'est ça qui est génial et je me suis dit: «Mais c'est fantastique ce métier». C'est un métier de frustration et cette frustration vous permet d garder de l'humilité parce que vous vous dites: «Bon, bah, c'est pas gagné» et puis on peut pas reproduire tout le temps la même chose. Ce qui est génial avec l'art et ce qui est génial avec la danse parce que c'est tellement éphémère, moi, c'est aussi pour ça. On vivait un moment avec le public, super et puis si vous n'étiez pas là, voilà, vous l'avez loupé, quoi. Donc ça, j'aimais beaucoup. Mais c'est vrai que cette, frustration, qui est très liée aux artistes, un artiste qui fait, j'imagine, hein, de la peinture ou qui fait une chanson ou qui crée, une composition musicale, se dira sans doute: «Ah ça, c'est vraiment un chef-d'œuvre. Ça, c'est mon meilleur truc» et puis il fait un truc après, qui est moins bien, ou il fait un truc après encore 3 4 ans après, qui est encore mieux. Donc il y a une espèce de frustration parce qu'on a l'impression de travailler, on a l'impression on travaille, on a l'impression d'apprendre, on a l'impression d'arriver au bout d'une quête, d'une recherche, mais il y a quand même de la frustration et la frustration en danse, elle est surtout liée aussi à l'âge. C'est-à-dire qu'à un moment donné, quand on devient sage, et quand on a vraiment, compris pourquoi on dansait, ce qui nous donnait du plaisir, hem, heu,
qu'on a compris tous les bobos et qu'on arrive à avoir notre sur-mesure, bah, c'est à ce moment-là où il y a des rôles qu'on ne peut plus danser parce que c'est plus pour vous et que c'est pour les autres et c'est normal et ça, c'est dur. Ça, c'est dur parce qu'on se dit et on a beau et j'ai eu beau me dire: «Mais si on me l'avait dit, est-ce que ça aurait changé?» Si on me l'avait dit, ça n'aurait rien changé. Si on m'avait expliqué des choses que j'ai comprises, je sais pas, à 37 ans, à 22, je ne les aurais pas comprises. Donc c'est ça qui est génial, c'est que c'est très excitant parce que c'est surprenant, parce que c'est frustrant. Parce qu'il y a des moments où on se dit: «Ah, j'ai touché un truc, je pensais même pas que j'étais capable de faire ça» et puis le lendemain, on se dit: «Pourquoi pourquoi je pourquoi je rétropédale, en fait? Pourquoi ça n'a pas marché de la même façon? Est-ce que émotivement, j'étais pas assez à fond? Est-ce que physiquement, j'étais un peu fragile? Est-ce que musicalement, j'étais pas assez à l'écoute?» Hem, voilà, donc on doute et le doute amène, une forme de frustration, surtout quand on est à un niveau Et aussi de vie. Parce et que de vie le doute, et c'est de ça qui vie fait qu'on passionnante est... et de vie passionnante parce que le travail et le talent et tout ça n'est pas seul responsable d'un moment de vie, joli, il y a aussi la vie. Mmh. Merci mille fois, Aurélie. Merci, merci beaucoup. Bah, merci d'avoir suivi cet épisode de dialogue. Vous avez envie d'en savoir plus sur tous les dialogues que je propose, allez regarder mon site. N'hésitez pas à vous abonner à la newsletter que je propose, où toutes les semaines, je présente les dialogues et les j'ai demandé à Fabrice que je propose. Et je vous dis à très vite pour un nouvel épisode.